Bon, salut mon petit YouTube, j'espère que tu vas bien. C'est l'heure du bilan de 2022. J'ai tellement de trucs à te dire et en même temps je sais pas par où commencer, alors je vais commencer direct. Surtout je voudrais te raconter cette année tout ce que j'ai appris et ce que je vais faire pour 2023. Alors reprenons ensemble la liste. Ça va toi? T'as des petits objectifs pour cette année? T'as réussi à les atteindre? Rappelle-toi, tu t'étais aussi engagé à faire tes objectifs pour 2022. Donc dis-moi en commentaire où tu en es, si t'as réussi à les tenir et tout. Objectif numéro 1, soulever 170 kg au deadlift, refaire le half marathon des sables, faire une séance de yoga par semaine, méditer 3 fois par semaine, un cours de kiné par mois, un livre par mois, une vidéo de motivation par jour, de JJP, faire des vidéos avec bleu, vous, moins de 70 minutes au max de master réseaux 1 sociaux en par 2023. jour. Hop. Désolé YouTube, je suis en train de m'emballer sur la promesse que je t'avais faite sur ces 12 objectifs, mais en vrai je me rends compte que je suis complètement en train de passer à côté du sujet. Je vais d'abord te parler de tout ce que j'ai appris, de tout ce que ça a changé chez moi, et après tu vas voir si j'ai réussi ces objectifs-là. Je suis beaucoup plus heureux aujourd'hui que l'an dernier à la même époque. L'éducation que j'ai reçue, et comme sûrement beaucoup d'entre vous ont reçu, c'est si tu veux réussir, il faut travailler. Et la réussite, c'est égal au bonheur. Et ben je vais te dire un truc, mon petit YouTube. Quand je me suis lancé tous ces objectifs, je crois que c'était un des moments les plus malheureux de ma vie. Parce que selon mes critères, j'avais atteint mes objectifs. Et atteindre mes objectifs, principalement professionnels, c'est ce qui ressemblait le plus à la réussite. Je mets des guillemets sur la réussite parce qu'en fait, tu vas voir que la raison pour laquelle j'étais malheureux, c'est que j'avais réussi selon les standards sociétaux qu'on érige aujourd'hui en tant que réussite. À savoir, quelqu'un qui va accéder à une forme de notoriété, générer de l'argent, qui va être reconnu pour ce qu'il fait. Aujourd'hui, quand tu demandes aux jeunes ce qu'ils veulent faire plus tard, ils te disent plus qu'ils vont être médecin, avocat ou astronaute. Ils te disent qu'ils veulent être influenceurs. Ce qu'on vend aux gens aujourd'hui, c'est une société de domination, de réussite par l'apparence. J'invente rien, vous les voyez comme moi, les pubs où en gros, les gens ont une nouvelle voiture, ils sont heureux. Les gens sont sur un tapis rouge, ils sont heureux. Signent des autographes, ils sont heureux. En gros, on te fait croire que le bonheur est associé à la réussite et à la réussite financière et à la réussite en termes de fame, de notoriété. Ben moi, je vais te dire un truc, à ma petite échelle, j'ai jamais été aussi malheureux qu'au moment où j'ai été le plus dans la lumière. Et c'est pour ça que je me suis lancé ces objectifs-là. Mes objectifs à moi, de Greg, depuis que j'ai 15 ans, je veux être soignant, je veux aider les gens. Quand je suis arrivé sur le terrain en tant que kiné, j'ai aidé les gens et je me suis rendu compte que malgré mon diplôme, je n'arrivais pas à aider les gens autant que ce que je voudrais. Et c'est parti d'une frustration, je me suis lancé sur les réseaux sociaux pour me dire « Putain, j'en ai marre de voir autant de gens souffrir ». Je veux aider les gens à une échelle encore plus grande, je vais me lancer sur les réseaux sociaux et c'est cette vocation très forte d'aider les gens qui fait que chaque jour je crée du contenu sur les réseaux sociaux. Cette création de contenu, elle m'a largement dépassé, le succès, la notoriété est arrivée et j'ai pu écrire un livre. Le livre cartonne, il devient best-seller et je passe à la télé. Et dans ma tête, je m'étais toujours dit, si un jour je peux être au magazine de la santé, si un jour je peux être sur des grands plateaux télé, si un jour je peux écrire un livre pour aider les gens, alors dans ma tête, j'aurais réussi. La réussite était vraiment de m'adresser au plus grand nombre. Pas du tout d'être connu. D'être connu, c'est un effet secondaire plus ou moins bénéfique. Globalement, j'ai de la chance d'avoir une communauté qui est hyper cool et 99% des gens que je croise, c'est toujours des gens qui me remercient, qui sont toujours très bienveillants, de dire « Ah, vous êtes le gars de Major Mouvement » ou « Ah, vous êtes le gars des réseaux sociaux, merci, j'avais cette douleur, vous m'avez aidé. » C'est juste trop cool. Donc moi, dans ma tête, je m'étais construit en mode pour pouvoir faire passer ton message au très grand public, tu vas devoir beaucoup travailler. En travaillant beaucoup, tu vas réussir à faire passer ton message au très grand public et du coup, tu vas être heureux. C'est la construction que j'avais. Travail égale obtention des objectifs égale bonheur. Et là, j'ai pas compris. Parce que je me retrouve il y a 2 ans, mon livre est best-seller, j'ai plus de 500 000 abonnés sur les réseaux sociaux, je suis à la télé et je suis malheureux. Alors qu'est-ce que je fais à ce moment-là? Je me dis, ton équation, elle est forcément vraie. Travail égale obtention des objectifs égale réussite. T'as dû donc pas assez travailler. Et du coup, j'arrive misérable comme jamais et je me mets 12 objectifs en plus. En mode, il faut que tu te développes encore plus. Si tu n'es pas heureux, c'est que tu n'as pas assez travaillé. Et donc, je me lance 12 objectifs. Je me rends compte que le critère de réussite ne rentre pas dans mon bonheur. Je me lance dans ces objectifs, je les foire et je suis plus heureux. Et je comprends pas au départ. Je ne comprends pas, il me faut 4 mois pour réaliser, et ça arrive au moment de la compétition de Jiu-Jitsu, j'en parle dans cette vidéo, je perds cette compétition de Jiu-Jitsu, et je suis hyper heureux, parce que je suis arrivé à cette compétition avec 0 attente. J'étais honnête par rapport à mon niveau, et j'étais allé en mode, je vais juste passer un bon moment avec mes potes. Et c'est là où en fait je comprends que l'équation qu'on m'avait engrammée depuis gamin, travail, obtention des objectifs égale bonheur, est fausse. Le bonheur, et c'est probablement ce sur quoi je vais travailler tout en 2023,
c'est d'abord l'absence de malheur. Et donc 2023, au lieu d'avoir des objectifs de 2022 où je me mettais des tâches en plus, c'est même pas un objectif que je me mets, c'est me laisser le temps de découvrir de ce que c'est le bonheur, de me laisser apprécier ce que c'est cette absence de malheur. En ce moment, je suis en train de lire un livre de Mogodat, je vous mets le lien juste ici vers un podcast qui a changé ma vie, que j'ai écouté au mois de juillet, qui parle de l'équation du bonheur, et je vous la fais très très rapide. Lui, c'est un mec qui a eu énormément de succès chez Google, et qui est un ingénieur qui a perdu son fils, enfin franchement le podcast il est en anglais, mais il est juste oufissime, et qui s'est penché sur la question du bonheur. Il dit en fait, le bonheur c'est quoi ? C'est lorsque les événements sont supérieurs ou égaux à tes attentes. Simplissime. Qu'en fait, tu peux être heureux juste en écoutant la pluie qui tombe sur une fenêtre. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait de la pluie tombe, ça me fait du bien, événement supérieur à mes attentes. A l'inverse, j'ai mon mariage, il pleut, ça me gâche mon mariage, j'ai des événements inférieurs à mes attentes. Déconstruire l'obtention des résultats par le travail égale bonheur. La partie notoriété, la partie succès, la partie réussite, à laquelle je sentais que j'étais pas du tout aligné en fait. Aujourd'hui, tu me proposes un mois à Dubaï pour aller faire du jet ski, du parachute et vivre du best truc, versus un mois de création de contenu, de faire une vidéo coup de gueule pour défendre les soignants, mais j'hésite même pas une seule seconde en fait. On a construit la réussite par la réussite financière. Tu dois vraiment gagner beaucoup d'argent, tu dois le montrer. Tu dois te couper des autres, tu dois être un mâle alpha. Putain, mais c'est l'enfer sur terre cette réussite-là. Moi, c'est l'angoisse ce truc. Ok, quelle mention est-ce que vous avez eu au bac ? Je vous pose la question. Alors si vous n'avez pas eu le bac, quel est le diplôme le plus élevé que vous ayez eu ? Ok. Prenez 5 secondes pour vous rappeler de l'émotion quand vous voyez que vous avez réussi votre bac. Quand vous voyez la ligne avec votre nom, avec la mention. Rappelez-vous de cette émotion. Rappelez-vous de cette joie. C'était un succès. À ce moment-là, dans le cadre dans lequel vous étiez, c'était vraiment probablement le plus gros succès que vous ayez pu avoir. Est-ce que vous vous définissez sans cesse par « Salut, moi c'est Jérémy et j'ai eu mention bien au bac ». Quand vous allez à un dîner avec des gens que vous connaissez pas, vous ne dites pas « Salut, moi c'est Jérémy et puis j'ai eu mention assez bien au bac ». Ah, et puis aussi j'ai couru le 100 mètres en 14 secondes 32 à mon tournoi du NSS en 5e B. Non, en fait, vous ne vous définissez pas par vos succès. La joie éphémère aussi puissante que vous avez pu ressentir à un moment donné sur vos succès, elle ne dure pas dans le temps. Elle ne vous définit pas en tant qu'individu. Et donc quand on met aujourd'hui aux jeunes cette image de succès sur les réseaux sociaux permanents, de gens qui réussissent, qui sont beaux, qui sont musclés, qui vous racontent une vie où ils voyagent dans tous les sens, où ils sont permanents en train de sourire, ne tombez pas dans le piège. Ces gens ne sont pas plus heureux que vous, ils sont juste plus forts que vous à raconter leur vie heureuse. Et quand vous y réfléchissez, combien de personnes avec une très haute notoriété sont complètement malheureux ? Ils vous parlent de leur dépression, parfois ils se suicident, enfin c'est dramatique, c'est une réalité. Donc aujourd'hui, et encore une fois, je dis pas ça du tout pour me la péter, je vous dis ça juste de ma petite expérience, de ma petite notoriété, le succès ne rend pas plus heureux. La réussite ne rend pas plus heureux. La seule chose que ça change, c'est que si avant d'avoir le succès, ça c'est notre courbe du bonheur, je suis heureux, je suis malheureux, je suis heureux, je suis malheureux, en fonction des événements de ce qu'on vit, la mise en lumière fait juste que les pics sont plus importants. Mais la moyenne est la même. Je ne suis pas plus heureux aujourd'hui avec 1 million d'abonnés sur YouTube que je ne l'étais il y a 12 ans quand je faisais juste mes actes de kiné et que je jouais au rugby. Je ne suis pas plus heureux. Je pense de plus en plus que la nature au bonheur, elle est intrinsèque à nous et elle est parfois tributaire des événements. Donc en fait, quand tu as une notoriété ou une réussite ou une mise en avant de ce que tu vis au travers des médias et tout, ça fait juste que les pics sont plus hauts. Quand tu es plus heureux plus fort. Quand tu es plus malheureux plus fort. Et c'est là où je mets un message d'avertissement, c'est que si jamais aujourd'hui vous êtes jeune, que vous voulez devenir influenceur parce que vous pensez que c'est ça qui va vous rendre heureux, je vous dis tout de suite, c'est pas ça qui va vous rendre plus heureux. À l'inverse, c'est peut-être ça qui peut vous rendre plus malheureux. Parce que si vous n'êtes pas suffisamment mature dans votre tête, les très hauts, vous allez dire putain, c'est ça la vie que je veux mener. Et vous allez avoir un très bas, parce que la vie, c'est des hauts et des bas. Et quand vous allez être très en bas, ça va être très dur. Vous allez vous sentir seul, vous allez avoir votre estime de soi qui va être complètement pourrie. Et vous allez vous dire putain, qu'est-ce que j'ai fait de pourri dans ma vie. Et là, vous pouvez vous retrouver dans une dark zone dans laquelle vous n'avez pas envie de rester. Et c'est pour ça que certains sombres, psychologiquement, ils vont associer la célébrité, la mise en lumière avec leur haut, alors que parfois c'est leur bas. Ils vont tout confondre et parfois ils vont pouvoir vivre dans l'excès, dans leurs rencontres, dans leur drogue, dans la consommation d'alcool, juste pour pouvoir continuer à vivre ces hauts. Et c'est souvent ce que j'explique, c'est que la chance que j'ai eue
c'est que cette notoriété, elle m'est arrivée, j'avais déjà 33 piges. J'avais déjà une femme, j'avais déjà 2 enfants, j'avais déjà la valeur travail, je sais ce que c'est de bosser pendant une demi-heure avec un patient pour 16,13 € brut où t'as que 6 € dans la poche. Donc la valeur de l'argent, je l'ai déjà. Et aujourd'hui, j'ai une inquiétude forte pour nos jeunes générations qui arrivent sur le terrain de la vie, à qui, oui, les réseaux sociaux et la notoriété peuvent arriver très vite, très fort, mais avec un risque majeur que ça te pète à la gueule. Donc, cette vidéo, elle vous invite juste à repenser votre propre définition du bonheur, votre propre définition de la réussite, de savoir que votre réussite et votre bonheur n'est pas forcément aligné avec ce qu'on peut vous vendre sur les réseaux sociaux. Et le mot vendre, il est exactement tel quel. On te met en avant des vies de gens qui ont l'air mieux que toi juste pour que tu te sentes misérable et que tu te dises « Hey, qu'est-ce qu'ils ont de plus que moi ?» Bon, bah ils ont peut-être ce nouveau code promo, ils ont peut-être ce nouvel outil et je vais acheter ce qu'ils ont parce qu'ils ont l'air heureux. Et quand je le reçois, waouh, je me sens bien. Grosse sécrétion de dopamine quand je le reçois, mais finalement 3 jours plus tard, t'as juste acheté temporairement une illusion du bonheur. En gros, on te fait sentir misérable pour que t'achètes des trucs juste pour continuer à garder une économie. Est-ce que toute cette économie est mal? Non, bien sûr que non. Il y a des trucs qui sont très très bien sur les réseaux sociaux. Et la réponse, elle est simple. Si quand vous suivez des créateurs de contenu, ça vous fait du bien, c'est qu'ils sont bons pour vous. Si au contraire, quand vous les suivez, vous vous rendez misérable, bah c'est que c'est pas bon pour vous. Donc je vous invite juste à réfléchir sur ce que c'est aujourd'hui votre définition du bonheur. Que moi, je vais mettre probablement 1 an de plus, parce que je commence à la cerner un petit peu aujourd'hui, mais j'imagine que elle va évoluer. Et j'aimerais continuer des vidéos peut-être un peu plus inspirationnelles sur cette thématique-là. Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui vous plaît. Repensez votre notion de réussite, repensez votre notion du travail, repensez votre notion du bonheur. Et puis, on est reparti pour une nouvelle année 2023. Objectif numéro 1, soulever 170 kg au deadlift. Raté. J'ai réussi à soulever 147,5, mais je n'ai pas réussi à soulever 170 kg. Mais j'ai absolument kiffé, tu peux retrouver cette vidéo ici. Qu'est-ce que j'ai appris de cet objectif-là? Que travailler la force, c'est hyper kiffant. C'est ingrat au possible. Ça dépend de beaucoup de facteurs, mais que tu gagnes petit à petit. Et que la sensation dans mon corps était hyper agréable. Et surtout, dans mon métier de kiné, et de manière plus générale, je suis maintenant convaincu, pour l'avoir vécu, tout l'intérêt du travail spécifique de force, qui est pas seulement de soulever une barre et pouvoir se dire « je suis costaud, machin et tout », mais connecter ton cerveau et tes muscles pour un maximum de puissance, c'est hyper bénéfique pour tout un tas de sports. À refaire le half marathon des sables, ça c'est un objectif qui est réussi. Je suis parti avec la team Faritas, le vlog est juste là, pour refaire 100 km dans le désert en autosuffisance alimentaire. C'était hyper kiffant, j'ai adoré cette expérience là. J'ai passé un super bon moment avec des amis, j'ai rencontré plein de personnes sur place et vraiment ça c'était trop cool. Et d'ailleurs spoiler alerte, je suis en train de m'inscrire pour le faire en Jordanie l'an prochain, tellement franchement le half, franchement c'était trop le kiff. Faire une séance de yoga par semaine. Cette vidéo ne sortira jamais. J'ai absolument pas réussi. C'est un truc qui me traîne depuis un moment. Vous savez, j'ai 35 ans, je vais avoir 36 là. Je sens que mon corps répond pas comme avant. Et le yoga, ça serait un super bon moyen, juste pour me faire du bien. Pour apprendre à développer ma souplesse et mon contrôle moteur. Bref, pour apprendre tout court et passer des bons moments. Donc le yoga, je le reporte pour 2023. Yoga, je reviendrai à Welcome Back Yoga. Champion de France de JJB, ceinture bleue, moins de 70 kg, Master 1 en 2023. Oh, je suis large. Donc les championnats de France en Jiu-Jitsu brésilien, donc qui est mon sport de prédilection. J'en avais parlé dans cette vidéo-là. Je m'étais remis à la compète, j'avais perdu mes 2 combats, mais j'avais surkiffé. Objectif toujours d'actualité, j'ai pas réussi à m'entraîner autant que je voulais. Par contre, j'ai retrouvé un truc indispensable, c'est le plaisir. Je ne baisse pas les bras sur ça, que maintenant j'ai retrouvé du plaisir et de l'assiduité dans mon sport de combat de prédilection. Et du coup, je vais pouvoir continuer. Méditer 3 fois par semaine, loupé, j'arrive pas à être assidu. Même après ma rencontre avec Fabrice Midal qui m'a une fois de plus cassé des bons freins à l'exécution et même pas à l'exécution, au fait de méditer, j'arrive pas à être assidu. Donc ça je reporte. Un cours de kiné par mois, fail aussi. J'avais bien commencé l'année en me formant sur les trigger points et je me rends compte que la kinésithérapie, c'est pas de l'accumulation de l'information, c'est de l'accumulation, de la confrontation entre les informations que tu as apprises en formation et la réalité sur le terrain. J'ai appris les trigger points en début d'année et j'ai fait toute l'année avec mes patients des trigger points et j'ai appris, entre guillemets, à poncer la pratique des trigger points. Je m'explique. La kinésithérapie,
quand tu commences un peu à maîtriser, tu comprends que les techniques ne sont que des outils. Est-ce que le trigger point permet de soigner toutes les pathologies? Non, mais le trigger point est probablement l'un des plus efficaces sur les pathologies étiquetées pour les trigger points. D'ailleurs, j'en ai tourné une avec Thibaut InShape, la vidéo va sortir bientôt sur sa chaîne, et vous allez voir que c'est hyper intéressant pour les pathologies du trigger point. L'erreur qu'il y a, c'est que je vois beaucoup de jeunes kinés qui veulent cumuler tout un tas d'outils, et qui finalement ne savent pas quel outil utiliser. Pour faire très simple, ils vont apprendre le trigger point, ils vont apprendre le dry needling, ils vont apprendre le neurodynamique, ils vont apprendre le Mackenzie, ils vont apprendre la clinique du coureur, mais quand ils ont un patient en face d'eux, ils vont pas savoir quel outil sortir pour le bon patient et au bon moment. Et aujourd'hui, avec le recul que j'ai, de 13 ans de pratique bientôt, je me rends compte que la kiné, c'est beaucoup plus une question d'utiliser le bon outil au bon moment que de cumuler un maximum d'outils. Donc j'ai loupé cet objectif de 1 cours de kiné par mois. J'en ai fait 3. Donc Trigger Point, je me suis formé, je crois que c'était un e-learning sur de la ligamentoplastie du genou. Ça n'a pas cassé 3 pattes à un canard pour le coup parce que j'en fais quasiment plus en réduc des ligamentaux. Et par contre, je me suis replongé dans les bouquins pour refaire complètement ma formation sans exo qui va complètement changer d'ici 2023. Un livre par mois, pas tout à fait mais presque. Je crois que j'ai lu 7 bouquins. 8 bouquins cette année, pareil pour le coup, avec beaucoup de plaisir. J'ai enlevé la donnée « il faut le faire pour le faire » et j'ai réinclus du plaisir. Du coup, j'ai bouffé quand même pas mal de romans, notamment l'intégralité des Blackwater, il m'en reste plus qu'un. J'ai kiffé, j'ai lu de la BD, notamment Un monde sans fin, et j'ai kiffé cette partie-là. J'ai kiffé lire. Je pensais au départ vous lire un peu des bouquins de dev perso, vous donner mes comptes rendus et tout. Et je me rends compte que c'est super dur de lire avec plaisir quand derrière dans ta tête tu dois essayer de faire déjà un résumé pour le raconter aux gens. C'est pas mon job, c'est pas ce que j'aime faire, j'aime lire pour le plaisir. Et pour cette partie là j'ai bouquiné et j'ai bien aimé ça, reprendre du temps pour moi. Une vidéo de motivation par jour, là j'en avais parlé ici, ça j'avais abandonné parce qu'en fait même si ça part d'un bon principe, ça augmente mon temps d'écran. Et augmenter le temps d'écran est pour le coup contre-productif de ouf par rapport à l'exécution. Trop de motivation tue la motivation, j'en avais parlé dans cette vidéo là. Donc ça j'ai abandonné cet objectif qui était contre-productif. 90 minutes max de réseaux sociaux par jour. Tanana. Ça c'était il y a 4 ans quand je me suis lancé dans les réseaux sociaux. Tu vois comme cet objectif il me fait plaisir. Ça c'était il y a 4 ans quand j'ai commencé sur les réseaux sociaux. Je savais pas monter, je passais mon temps à répondre à absolument tout le monde, y compris à ceux qui me faisaient des demandes de consultation message. Et j'ai failli péter un câble. Ça c'est ma moyenne quotidienne sur Instagram. Je suis donc allé aux alentours d'1 heure. Le reste du temps, ouais, je suis sur mes autres réseaux, donc YouTube et Instagram, c'est mes 2 réseaux principaux. TikTok, je fais de la veille, je publie un petit peu, mais surtout, ça me permet de voir les méga bullshit qui sortent pour en faire des vidéos sur YouTube. Clairement, je trouve que c'est un énorme game changer de passer le moins de temps possible sur les réseaux sociaux. Antoine Fonbonne en a parlé, Eric Flav en a parlé, je les rejoins à 100%. On est sursaturé d'informations, ça développe, vous savez sûrement, le FOMO, the fear of missing out, la peur de passer à côté d'une information et de se sentir exclu par rapport à la société, par rapport aux conversations. En vrai, faire le choix d'être moins sur les réseaux sociaux, je vous rassure, le monde va continuer à tourner avec ou sans vous. Ça ne changera rien que vous soyez au courant. Et les gros événements majeurs, au pire vous dites « Ah j'ai pas vu passer cette info. Ah mais t'es un gros blaireau Bernard, t'as pas vu qu'on avait perdu la finale de la Coupe du Monde ?» Non, raconte-moi ce qui s'est passé. Mais Kylian Mbappé, il a mis un triplé, c'était un truc de ouf. Ok. Ça me va. Donc instead, à la place du FOMO, Fear of Missing Out, moi je dirais le COMO, Choosing of Missing Out. Tellement plus agréable, tellement plus confortable. Donc diminuez votre temps sur les réseaux sociaux, y compris de regarder les vidéos de vos influenceurs préférés et de vos créateurs de contenu préférés. Faire des vidéos avec vous, mi-réussi, mi-loupé cet objectif. Donc vous avez vu la vidéo avec Julie sur une analyse de posture avec donc une abonnée. On avait fait un tirage au sort, ça s'était super bien passé. Mi-échec, mi-réussite, en fait je me rends compte que je vous ai beaucoup rencontré sur les séances de dédicace. C'était trop cool d'ailleurs. Toutes les dates sont toujours sur Instagram. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, suivez-moi sur Instagram. C'est là où je communique le plus avec vous, notamment en story. Mi-réussi, mi-raté pour la bonne et simple raison que faire des rencontres abonnés, trouver des vidéos cool à faire avec des bonnes vidéos qui vont être intéressantes, ça prend beaucoup de temps que je n'ai pas. Et du coup, pour 2023, je vais engager ce qu'on appelle, je crois que ça s'appelle un chargé de production, qui est quelqu'un qui va tout simplement coordonner les lieux de tournage, les disponibilités des équipes de tournage, disponibilité des invités, ma disponibilité, mon emploi du temps, pour s'assurer de pouvoir tourner dans des bonnes conditions au bon moment.
Donc c'est quelque chose que je n'arrive pas à faire moi-même, je suis pas quelqu'un très organisé pour ça. Et du coup, bah, ça vous le verrez plus en 2023, mais j'ai plein de belles idées avec les abonnés, des analyses de posture, mais sur un autre format qui va être juste déglingos, mais qui nécessite, je pense, une équipe de 15-20 personnes de tournage. D'ailleurs, je fais une parenthèse, je pense qu'au moment où je sors cette vidéo, McFly et Carlito ont sorti la leur sur leur vidéo de fin d'année, c'était un vrai plaisir d'être invité. J'ai pu me rendre compte de l'exigence et du niveau de qualité pour faire des vidéos YouTube comme ils le font. De tous les plateaux télé, de tous les trucs, c'est la plus grosse équipe que j'ai pu voir, c'était très impressionnant. Je me suis marré, bon j'ai été éliminé en premier, mais en même temps, moi tu me mets un chien qui pète sur un chat, ça me fait marrer, je suis désolé. Mais j'ai pu me rendre compte en fait qu'au bout d'un moment, si tu veux faire des vidéos hautement qualitatives, il te faut beaucoup de monde et du monde hyper qualifié. Et aujourd'hui, en fait, j'essayais de faire trop de choses, je m'en sortais pas. Et ce qui fait qu'encore aujourd'hui, je suis dans mon setup, dans mon grenier. Hein. Là, il y a les enfants, je les ai mis devant un dessin animé, mais c'est la réalité. Je suis kiné avant tout, je suis pas youtubeur. Maintenant, je me rends compte que je vais bientôt avoir 1 million d'abonnés sur YouTube. Et qu'en quelque sorte, ça me donne une responsabilité de qualité de contenu. Et si jamais je veux avoir du contenu qui colle à ce que je veux véhiculer, bah, il faut que j'augmente un peu en qualité. Je ferai toujours un peu des vidéos un peu à l'arrache parce que c'est ce que j'aime et je trouve que ça garde de l'authenticité. Mais je vois ce que je peux faire et si je veux atteindre mes rêves de création de contenu, il faut que je m'en donne les moyens et savoir trouver une équipe encore plus grande. 50% de mon alimentation végétarienne, c'était mon dernier item. Ça a été un objectif dont je n'ai absolument pas parlé parce que pendant trop longtemps, pour être très franc, j'ai eu peur de me sentir jugé, de me sentir critiqué, de ne pas être parfait sur le versant écologique. Et que l'alimentation à 50% végétarienne, elle est uniquement pour but de diminuer la consommation de viande et de diminuer mon impact carbone dans notre société. Point. Et j'avais peur, j'avais honte de ne pas être parfait, j'avais peur d'être pointé du doigt parce que parfois je vais être en voiture, parce que parfois je vais être en avion, parce que tout simplement de ne pas être parfait en écologie et que tu vois que quand tu t'amènes sur ce sujet-là, c'est vite un sujet qui est très épineux, notamment pour les créateurs de contenu, parce que en fait on va pointer du doigt toutes les imperfections que tu as et ne pas mettre en avant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu commences à avoir un version où j'essaie d'être écologique là-dessus, et on va surtout pointer du doigt tout ce que tu fais pas bien pour dire à quel point tu es incohérent. Et puis en fait, au départ ça partait de l'alimentation végétarienne, et ça en effet, j'ai diminué drastiquement mon apport en viande. Mais surtout, en fait, je me suis vachement éduqué à l'écologie et je me suis vachement éduqué à l'éducation en écologie, notamment à travers d'un média qui s'appelle Bon Pote, qui est sur Instagram, que je trouve absolument génial, et d'un livre qui s'appelle Un monde sans fin, que j'ai dévoré, une BD. Et j'ai compris en fait qu'aujourd'hui, il faut abandonner l'idée d'un modèle parfait. Que en fait, on est tous malheureusement sur le même bateau, qu'on soit plus ou moins éduqué, qu'on soit plus ou moins avancé, qu'on ait plus ou moins de conviction. Mais en fait, en réalité, pointer du doigt tout ce que l'autre fait mal, c'est principalement ce qu'on va appeler de l'inaction climatique. Et en fait, aujourd'hui, l'inaction climatique, c'est ce qui nous porte le plus de préjudice à tous. Donc aujourd'hui, je préfère faire le choix de dire oui, je suis imparfait, mais je fais des efforts. J'ai clairement conscience de mon impact carbone. Je vais essayer de l'optimiser, notamment sur un maximum de déplacements en train. Essayer de faire un maximum de choses en local. Donc ici, là où j'exerce dans le sud-ouest, de faire de moins en moins de déplacements à Paris. Améliorer mon alimentation et améliorer ne serait-ce que mon isolation de ma maison et mes vêtements diminuer. Enfin, c'est déjà un item que j'ai peu, je consomme très peu de fringues. Vous voyez, j'ai toujours les mêmes fringues. Bref, accepter de ne pas être parfait, mais aller dans le sens de la communication et de l'éducation autour de l'écologie. Ça, c'était les objectifs. Donc si on refait la liste, on a une liste qui fait la chose suivante. Objectif numéro 1, loupé. Objectif numéro 2, réussi. Objectif numéro 3, loupé. Objectif numéro 4, en cours. Objectif numéro 5, loupé. Objectif numéro 6, loupé. Objectif numéro 7, loupé. Objectif numéro 8, loupé. Objectif numéro 9, réussi. Objectif numéro 10, loupé mais pas ouf. Et objectif numéro 12, réussi. J'ai mal compté. 4 objectifs réussis sur les 11 que je me suis lancé. Bref. Dis-moi ce que tu en as pensé. Comme d'habitude, vous savez, les commentaires sont ouverts. Si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi, l'espace est libre. Et merci d'être là. Merci d'être là parce que vous me permettez de m'aider à mieux comprendre la vie, mieux comprendre ce que je peux apporter. Et si jamais je suis juste
un caillou sur votre parcours pour vous aider à grandir, à évoluer, à vous sentir bien, et ben alors c'est trop cool. Et c'est le but de ces vidéos. Allez, portez-vous bien et on se retrouve tous les mercredis et tous les dimanches. Bye bye.